Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice et CEO de Major Glasses et je suis ravie pour vous retrouver pour ce nouveau webinaire à la découverte de l'arme et terre, aujourd'hui sur le renseignement militaire. Alors j'espère que vous allez bien. Pour me confirmer que vous m'entendez et me faire un petit coucou, je vous invite à utiliser le chat en bas à droite. Bonjour Alicia, bonjour Eva, bonjour Nina. Et c'est bien, j'ai plein de filles, ça fait plaisir. Hello à tous, et il y a trop de monde là, je n'arrive pas à suivre, vous êtes trop nombreux. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Est-ce que certains sont là pour la première fois? Est-ce que d'autres sont des habitués de ces webinaires pour découvrir l'armée terre? N'hésitez pas à tout me dire. Une première fois pour Elisa. Première fois pour plein de personnes. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. L'idée ce soir, c'est en 1 heure de vous faire découvrir le renseignement militaire, l'armée terre, les armées en général, le monde militaire, l'engagement, le fait d'être réserviste aussi, parce que vous verrez que notre invité a été réserviste à un moment donné aussi de son parcours. En tout cas, on va passer 1 heure ensemble avec notre invité. Vous allez le voir, c'est un petit peu une première. C'est assez exceptionnel d'avoir l'opportunité de parler avec un membre du renseignement. Mais avant ça, je voulais partager avec vous quelques petites règles. Donc, pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à notre invité. L'idée, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur lui, de découvrir son parcours, de découvrir ses missions et de comprendre concrètement qu'est-ce que c'est que le renseignement militaire. Dans la deuxième partie, j'ai besoin de vous pour m'aider. C'est la partie où vous allez pouvoir poser des questions. Comment? Vous allez dans l'onglet questions, vous mettez votre question, mais pour m'aider à mieux poser la question à notre invité, vous allez m'expliquer votre prénom, votre âge, les études que vous êtes en train de faire. Et la question, ça va nous aider à avoir un petit peu de contexte et faire en sorte que notre invité y réponde le mieux possible. Est-ce que le programme vous va? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez hâte d'en apprendre un petit peu plus sur l'armée de terre et le renseignement militaire? Honnêtement, on a beaucoup de chance ce soir. Moi, je suis très fière de pouvoir justement mettre en avant ce métier d'analyste. Vous êtes prêts? J'arrête le suspense là. Ouais, vous avez hâte? Ok, super. Alors, on y va. Je rappelle que les questions, ce sera dans l'onglet questions juste à côté. Eh bien, parfait. Dans quelques instants, magie du direct, notre invité, l'adjudant Pierre-Marie, va nous rejoindre. Et vous le verrez, pour des raisons de sécurité, l'adjudant. Bien, bonjour à tous. Et voilà. Bonjour Pierre-Marie, ça va? Ça va et vous? Ça va super bien. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Je disais, pour des questions de sécurité, on ne verra que vos yeux. C'est ça. Ok, eh ben, on va faire 1 heure avec un homme cagoulé qui va nous expliquer le renseignement militaire. Un grand merci à Dijon de jouer le jeu et d'être avec nous ce soir. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Là, je vois le chat qui s'excite, ça fait plaisir. Exactement. On a une petite coutume dans les webinaires à la découverte de l'armée de terre sur Major Glasses, c'est de commencer par ce qu'on appelle la carte d'identité de l'invité. Est-ce que vous relevez le défi Allez, avec plaisir. Allez, parfait. Votre grade? Adjudant. Votre âge? 34 ans. Et dans l'armée de terre, depuis quelle année? Depuis 2013 en active et depuis 2008 en tant que réserviste. Ok, donc 12 ans et 2008, 18 ans. 17 ans, 17. Ouais. Waouh. Pas mal. À 34 ans, ça fait beaucoup. À 34 ans, ça fait beaucoup. C'est pas mal. Ça fait la moitié à peu près. C'est ça. C'est pas mal. S'il y avait un seul meilleur souvenir dans l'armée de terre à garder, ce serait quoi? Bon, je pense que comme ce serait ma première OPEX, où j'ai pu découvrir le Sahara, le Nord Niger, découvrir ce que c'est que le vrai désert, voir des étoiles filantes, la nuit sur mon VAB, pas de pollution visuelle, enfin découvrir ce que c'est que la vraie nature. Alors, OPEX, pour les personnes qui nous écoutent. Opération extérieure, pardon. Opération extérieure. Je vais essayer d'enlever les acronymes de... Il n'y a pas de souci, sinon moi je viendrai demander ce que c'est. Et donc du coup, vous nous en parlez un petit peu tout à l'heure de cette OPEX? Tout à fait. Super.
un moment plus challengeant, un moment difficile? Parce que dans tous les métiers, il y a des moments, il y a les super souvenirs et puis il y a des moments plus durs. Ce serait quoi, vous, dans votre carrière? Alors, bah, ça serait aussi ma première OPEX parce que c'est vraiment là où j'ai été mis en responsabilité. Et du coup, bah, j'ai dû tenir mon rôle d'analyste ROM, hein. J'étais le seul analyste du détachement. On est parti à 4 et c'était ultra challengeant. Et aujourd'hui, bah, depuis quelques mois, quelques années maintenant, d'être chef de la cellule de recrutement, c'est aussi très, très challengeant. Super. Et alors, qu'est-ce qui fait, Pierre-Marie, que vous êtes militaire? Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé dans la réserve à 17 ans? Et qu'est-ce qui fait que vous avez rejoint l'active un petit peu plus tard? Est-ce que de tout bébé, petit, jeune garçon, vous aviez envie d'être militaire? Est-ce que vous aviez des militaires autour de vous? Et est-ce que c'est militaire qui vous a intéressé en premier ou est-ce que c'est le renseignement militaire? Comment ça s'est passé? Alors oui, je suis d'une famille militaire. Mon papa était militaire, donc j'ai grandi entouré de treillis. Donc oui, moi j'étais intéressé. Je savais que j'avais quelque chose à écrire avec l'armée, peu importe si c'était de la réserve ou de l'active, mais je savais que je voulais avoir un lien avec l'armée. Et au départ, ouais, depuis que j'avais 13-14 ans, le rêve était d'être pilote d'hélicoptère. Euh, et puis en fait, bah, le rêve s'est un peu heurté à la réalité. Et malheureusement, j'ai brillamment échoué au test de pilote d'hélicoptère. Euh, mais du coup, bah, j'ai trouvé une CP beaucoup mieux que ça, donc je suis assez content. Alors, on va en profiter pour dire qu'il y a des pilotes d'hélicoptères dans l'armée de terre, hein. Les pilotes sont dans les trois armées et pas uniquement dans l'armée de l'air Voilà. et de l'espace. C'est l'aviation de l'armée de terre, donc il faut savoir que l'armée de terre a le plus grand parc d'hélicoptères des trois armées. OK. Et donc, du coup, vous avez passé les tests et vous vous êtes rendu compte que ça ne marchait pas. Et donc, Alors, du coup, les tests se sont rendus compte que ça marchait pas, ouais. OK. Donc, Voilà. les tests ont prouvé que ce n'était pas le bon métier pour vous, mais comme vous le dites, vous avez trouvé un autre métier qui vous a encore plus plu. C'est ça, bah, Le en fait, renseignement. mon père m'a orienté là-dessus, parce que mon père était analyste OM comme moi. Ah, Et donc, en fait, c'est mon père qui, à un moment donné, m'a dit, bon, écoute, là, pilote d'hélico, ça marche pas. Donc, en gros, moi, je vais te parler d'une spécialité qui marche bien, qui a un petit peu le vent dans le coude, qui peut t'intéresser parce que c'est une belle opportunité. Et puis il m'a parlé du métier de l'analyse REM et ça a matché, quoi. super. Eh bien, merci pour cette première partie. Là, du coup, ce que je propose, c'est qu'on reprenne et peut-être qu'on reprend au lycée et puis on fait tout le cheminement. Et puis, on va aussi parler de la réserve. Alors, peut-être que vous pouvez expliquer ce qu'est la réserve, parce que c'est quelque chose dont on va parler un petit peu aussi. Du coup, pour les jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas le statut de réserviste. Alors, la réserve, donc là, moi, je vais surtout parler du statut de réserviste opérationnel. Il y a plusieurs types de réserves. Il y a aussi la réserve citoyenne. Mais la réserve opérationnelle, ce sont des gens qui sont militaires et qui ont un travail civil à côté. Donc, ça peut être des étudiants, des chefs d'entreprise, des artisans, peu importe, enfin, tous les profils. Et en gros, ils viennent à l'armée pour s'entraîner, pour être prêts si jamais on a besoin d'eux. Et quand on a besoin d'eux pour des missions particulières, que ce soit pour aller sur la mission Sentinelle en France ou quand on a besoin de bras au régiment, eh ben, on appelle ces réservistes. Donc ils sont militaires au même titre que nous, ils s'entraînent au même titre que nous, que ce soit sur le tir, sur le secourisme, sur tout. Ils ont les mêmes grades que nous. Et en fait, bah, quand on a besoin d'eux, on les appelle, ils sont dispo, ils sont pas dispo, ils viennent pas. Et en fait, ils viennent vraiment nous renforcer. C'est une aide. Parfait. Donc, quand vous étiez au lycée, vous êtes à quel endroit? Qu'est-ce que vous faites? Et à quel moment vous vous dites, tiens, je vais devenir réserviste? Alors, bah, en fait, voilà, j'avais déjà un passif un petit peu avec l'armée, avec mon papa. Et puis voilà, je suis passé aussi un petit peu par le lycée militaire, par tout ça. Et puis en fait, bah, je me suis dit, voilà, il faut trouver une solution, parce que je voulais faire des études un peu longues. C'était une solution aussi de gagner de l'argent assez facilement, de mettre un pied dans la porte, on va dire, de mettre un pied déjà dans l'armée, voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, j'ai poussé les portes du 35e régiment d'infanterie à Belfort. Donc j'ai d'abord fait une préparation militaire découverte. À l'époque, c'était une préparation militaire découverte. Aujourd'hui, c'est une préparation militaire ferme. Donc c'est une semaine de vie ma vie de soldat. Donc là, on découvre un petit peu ce que c'est. On va un petit peu sur le terrain. On marche, on dort.
on dort dehors, on voit un petit peu de l'armement, etc. Et puis ça m'a plu, donc du coup je suis parti faire ma formation de réserve. Donc à l'époque c'était une formation militaire initiale de réserve pour devenir soldat de réserve. Et j'ai intégré une des compagnies de réserve du 35. Et voilà. Et après j'ai eu la chance de pouvoir déjà j'ai été activé. En fait je suis parti 4 mois en Guyane grâce à ça. Donc le régiment a été déployé en Guyane. Ils avaient besoin de bras supplémentaires pour partir en Guyane. Et du coup je suis parti avec le régiment 4 mois en Guyane. Donc j'ai un petit peu laissé de côté mon DUT génie élec. C'était peut-être pas très bien, mais bon, j'avais besoin de voir un petit peu ce que c'était que la vie active. Donc je suis parti 4 mois en Guyane. Ça m'a permis de découvrir ce que c'était que la vie militaire, ce que c'était qu'un autre département de France en Outre-mer. Ça m'a permis de me faire mes expériences. Et quand je suis rentré, ça m'a aussi motivé à me dire ok, il faudrait peut-être que je continue mes études pour aller le plus haut possible dans mes études. Et puis après passer pourquoi pas dans l'actif. Donc, vous faites un DUT de génie civil. DUT génie électrique informatique industrielle. Ouais. Ok. Et là, vous continuez, vous faites quoi à donc là, je continue, donc je rentre de Guyane, je reprends ma première année que du coup que j'ai salement redoublé. Et donc du coup, je repars dans ma deuxième année de DUT. Une fois que j'ai refait ma première année de DUT, je repars en deuxième année de DUT. En attendant, je passe des stages pour devenir caporal. Ensuite, je suis parti dans la réserve. Je suis parti un mois à l'École nationale des sous-officiers d'actifs pour devenir sous-officier de réserve. J'ai fait des missions à l'époque, c'était pas Sentinelle encore, c'était Vigipirate. Donc j'ai fait des missions sur Vigipirate. Je suis parti avec le régiment en camp, etc. Là, j'ai fait une licence dans la maintenance des éoliennes parce que je me suis dit, on ne sait jamais, il faut quand même avoir plusieurs cordes à son arc. Hein, si l'armée ça marche pas, si je me blesse, quoi que ce soit. C'est vrai que l'éolien était aussi à ce moment-là, les énergies renouvelables, c'était quand même dans le vent pour le coup. Et donc du coup, à un moment donné, on m'a proposé un contrat. Je suis parti travailler 6 mois chez un. J'ai même décroché un CDI, donc pour travailler en tant que raccordeur, en tant que technicien de maintenance éolienne, en même temps que la réserve. Voilà. Et un jour, pas comme un autre, où je rentrais d'une mission de montage éolien, je suis tombé sur un client un peu renfrogné qui m'a pourri, on va utiliser le terme militaire, qui m'a bien pourri, qui m'a bien dit, ouais, à cause de toi, j'ai perdu de l'argent, machin. En fait, moi, je rentre de vacances, là, je rentre de mission, je sais pas, je suis pas au courant. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je suis peut-être pas encore fait pour travailler dans le civil, pas tout de suite, ou peut-être pas du tout. Donc, le soir même, j'écrivais ma lettre de démission et je poussais la porte de mon CIRFA, qui me connaissait depuis un certain temps, parce que je me posais quand même pas mal de questions, j'avais quand même été souvent le voir. Pousser la porte d'un CIRFA, c'est pas s'engager, hein, c'est réfléchir, c'est bien aussi. Et puis là, j'ai poussé la porte pour de bon en disant, poussez-vous, j'arrive. Et donc là, c'est comme ça que vous intégrez l'armée de terre. Une fois que vous êtes retenu, vous passez les tests. Là, on part. Donc il y a des tests. Ça n'a pas marché, mais il y en a d'autres qui ont marché puisque vous êtes là aujourd'hui. Donc nous, en fait, pour devenir analyste renseignement d'origine électromagnétique, il faut passer un agrément technique. Donc c'est un test en plus des tests d'engagement, donc des tests physiques, médicaux, etc. Donc j'ai été une journée à l'école des analystes ROM, donc au centre de formation interarmes au renseignement. Et pendant une journée, on m'a testé certaines choses, la logique, de la logique, du français, etc. Et pour essayer de voir si j'avais le potentiel pour être analyste. Ok. Concrètement, on va faire une petite pause avant de revenir sur votre carrière. Ça veut dire quoi, être analyste, renseignement? Concrètement, comment ça marche? Alors, pour reschématiser, déjà pour remettre tout à plat, le renseignement, il faut imaginer que le renseignement militaire dans nos armées, c'est plusieurs sources. C'est une grande piscine, et dans cette piscine, vous avez des lignes d'eau avec différents types de sources. Vous avez le renseignement d'origine électromagnétique, donc moi, ce que je sais faire. Vous avez le renseignement d'origine humain, donc là, ça va être les gens qui prennent des photos à longue distance, qui vont pouvoir s'infiltrer dans les lignes adverses, qui vont aller rencontrer des gens pour essayer de glaner des informations, etc. Vous avez le renseignement d'origine image, donc souvent c'est apparenté à ce que font les drones, les drones ou des images satellites, arriver à exploiter des photos vues du ciel.
Mhm. le renseignement de sources ouvertes, etc. Enfin, plein de types de renseignements. Et du coup, le renseignement d'origine électromagnétique, nous, notre travail, c'est d'écouter les ondes de l'adversaire, les communications de l'adversaire. Écouter leurs stations, les localiser et au besoin, les brouiller si on a décidé d'avoir une action sur eux. Et après, moi, mon travail, c'est, j'ai plusieurs spécialistes qui travaillent avec moi, donc des opérateurs d'écoute qui, eux, vont écouter ce qui se passe sur le réseau, ce que dit l'adversaire, des spécialistes du signal électromagnétique qui, eux, vont travailler sur le signal crypté, sur des choses qu'on ne peut pas écouter tout de suite avec un poste d'interception où il faut passer dans la moulinette. C'est comme Canal+. Hein. Vous avez tous déjà vu Canal+, où ça va... voilà. En gros, lui, il va être capable de trouver un système pour voir Canal+ en clair sans payer. Je schématise, parce que après, je vais me retrouver avec Canal+, qui va venir nous dire qu'on les vole, mais non. Voilà. On a des linguistes, donc des gens qui sont capables de traduire au mot pour mot ce qui sort dans une langue. C'est des gens qu'on forme à notre niveau, qui forment dans l'armée. Et après, vous avez un analyste qui centralise le renseignement de tous ces gens-là et qui le range, parce que on a tous déjà fait un puzzle. On n'a pas besoin de toutes les pièces du ciel sur la partie. Il faut déjà faire des gros tas de chaque côté pour pouvoir après se concentrer. Le renseignement, c'est pareil. Il faut arriver à ranger le renseignement pour pouvoir le retrouver quand on en a besoin, parce qu'on n'a pas besoin de tout de suite. Et après, il faut vulgariser ce renseignement pour pouvoir le diffuser au plus grand nombre, pour que tout le monde comprenne ce qu'on fait. Alors, on est d'accord que ce métier n'a absolument rien à voir avec ce que vous faisiez dans le civil avant, et que donc du coup, l'armée de terre va vous former et vous donner des informations. C'est-à-dire que les jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas à la base de connaissances particulières dans le domaine, ce n'est pas nécessaire pour intégrer l'armée de terre et faire votre métier demain. Tout à fait. L'armée de terre recrute et forme. En fait, ils vont vous former à être sous-officier, puisque moi je suis sous-officier, donc vous apprendre les codes de l'armée, tirer, combattre, commander un groupe. Et après, ils vont vous apprendre ce que c'est qu'une onde électromagnétique, parce que moi, ça a été les premières choses que j'ai appris. Qu'est-ce que c'est qu'une onde, comment est-ce qu'on l'intercepte, et puis après, comment est-ce qu'on essaie de comprendre qui est le chef et qui sont les subordonnés sur le réseau de l'adversaire, par exemple. Donc oui, tout ça, moi j'ai passé 6 mois de formation au centre de formation terrain du renseignement pour apprendre mon métier d'analyste. Un linguiste arabe, par exemple, il va passer 2 ans de formation. On va lui apprendre à lire, écrire, compter, comprendre l'arabe. Et il n'a pas besoin de venir avec des connaissances en arabe. On lui apprend tout. Très clair. Et donc, du coup, votre rôle, c'est d'analyser. Donc, finalement, vous récupérez les éléments qui sont remontés par vos collègues qui sont linguistes, qui récupèrent des données, etc., etc. Et vous allez classer et remonter les éléments qui ont l'air intéressants. C'est ça, mettre en base. Pour les aider à prendre les bonnes décisions, c'est ça? Et comprendre, voilà, mettre en base pour qu'on range le renseignement et qu'on sache le retrouver rapidement. Essayer de comprendre la structure du réseau adverse, qui est le chef, qui sont les subordonnés. Pourquoi pas essayer de dire, OK, voilà, ce réseau, on sait que c'est un régiment, une compagnie. On sait que tel indicatif, c'est le chef d'un groupe, c'est le chef de ci, c'est le chef de ça. Et puis après, c'est d'arriver à l'expliquer à l'échelon supérieur pour que eux regroupent le renseignement, regroupent les informations de toutes les lignes d'eau qu'on a parlé précédemment. Donc on dit, OK, là, on sait que électromagnétiquement, on sait qu'on voit pas mal d'actions dans cette zone-là. On va y envoyer un drone. Et en fait, on va voir des véhicules blindés. OK, le réseau là, plus le fait qu'on a vu ces véhicules blindés, c'est peut-être un déploiement d'une section d'infanterie, d'une section de cavalerie, etc. Voilà. Vous, votre rôle, finalement, et là où il y a un enjeu sur le renseignement, c'est finalement quand vous partez en mission. Quand vous êtes sur le territoire, il ne se passe rien. C'est ça. Nous, notre travail au 54e régiment de transmission, c'est d'écouter au plus proche de l'adversaire, entre le 0 et le 60 km de l'adversaire. Donc en fait, on peut travailler que à l'étranger, que en théâtre d'opération, que sur théâtre d'opération. Vous êtes parti combien de fois en théâtre d'opération? Je suis parti 7 fois en opération extérieure. Ça dure combien de temps en général? En moyenne, c'est environ 4 mois. Vous partez seul, en groupe? C'est toujours le même groupe? Ça change? Comment ça marche? Vous connaissez les personnes? Généralement, on peut partir. Moi, j'ai fait des détachements, on est parti à 4. J'ai fait des détachements, on est parti à 10. J'ai fait des détachements, on est parti à 25. Ça va dépendre de l'opération, ça va dépendre de ce qu'on va
de ce qu'on pense trouver en face. Et puis en fait, nous, on est ce qu'on appelle un régiment en auto-relève, donc on est les seuls en France à faire ce qu'on fait. Il n'y a que le 54. Voilà, on a nos camarades du 44 qui, eux, font du renseignement à longue distance. Donc depuis la France, on est capable d'écouter ce qui se passe à l'étranger. Mais nous, il n'y a que nous qui faisons ça. Donc en fait, moi, ça m'est déjà arrivé de partir avec une autre compagnie, parce qu'en fait, on avait besoin d'analystes à ce moment-là. Donc de partir, de pas partir avec mes copains, de partir, de louper un tour et de passer avec les copains d'à côté. Et voilà. Parfait. Est-ce que vous nous racontez un peu, alors c'est un peu compliqué, vous êtes masqué puisqu'il faut garder une certaine confidentialité. Bien évidemment, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas nous raconter parce que ça ne se raconte pas. Mais pour que les personnes qui sont là comprennent un peu mieux, est-ce que vous pouvez nous parler de situation? Vous pouvez changer les lieux, vous pouvez ne pas donner les lieux, vous pouvez... Est-ce qu'il y a des petites choses que vous pouvez nous dire pour qu'on essaye d'imaginer une journée à l'étranger? Comment ça se passe? À quelle heure vous vous levez? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça fonctionne? Alors, je vais différencier deux jours. Il y a deux grosses typologies de journées à l'étranger. Il y a la journée quand on est sur base, sur le camp, où là, en fait, généralement, on se lève tôt le matin, parce qu'il fait souvent dans les endroits où on va, il fait chaud. Donc, on se lève tôt le matin pour aller au sport, parce que le sport fait partie de notre truc. Hein. Nous, en gros, on peut avoir des systèmes d'armes légers, où en gros, on met tout dans notre sac à dos et on marche avec notre sac qui est lourd et longtemps. Ou sinon, on est dans des véhicules blindés. Et voilà. Mais dans tous les cas, il faut être en bonne condition physique. Donc, généralement, on va faire du sport. Après, on attaque la journée, donc c'est du travail pour récupérer les interceptions de la veille ou les interceptions qui ont été faites. Et puis en fait, ranger dans la base de données, trier la base de données, essayer de faire des recoupements, des regroupements d'informations. Des fois, il peut y arriver qu'à ce moment-là, on ait des informations qui tombent. Nous, on a aussi la chance de pouvoir travailler donc, soit au profit des unités directement sur le terrain, donc l'infanterie, l'artillerie, le génie, enfin les gens, ce qu'on appelle les forces conventionnelles. On peut travailler aussi au profit des forces spéciales. Donc des fois, ça peut arriver super vite que, ok, là, on a une information sur un chef d'intérêt. Et là, tout de suite, ok, on a besoin des informations tout de suite et l'hélico peut décoller dans la foulée. Quoi. Mais en gros, voilà, on met les choses à plat, on fait de la recherche. C'est un travail assez standard, on va dire. C'est un travail standard dans un lieu pas standard. C'est un travail standard dans un lieu pas standard, voilà. Et puis après, généralement, quand on est sur le terrain, là, on va mener des recherches, on va mener des interceptions. Donc, soit on est en petit groupe autonome et on travaille vraiment entre nous, soit on est au profit de nos camarades. Donc, on peut être déployé. Moi, j'aime pas, quand je dis avec les forces spéciales, tout le monde imagine que voilà. Moi, mon travail, c'est pas de casser des portes. Hein, je le dis tout de suite, il y a des gens qui le font et qui le font très bien. Moi, mon travail, c'est d'essayer de dire quelles portes ils doivent aller casser et qu'est-ce qu'ils vont trouver derrière. Le principe du renseignement, s'il y a un seul truc à retenir ce soir, c'est l'objectif, c'est de dire, ok, où l'adversaire est ce qu'il fait. Très clair. Et voilà. Et donc, en fait, quand on est sur le terrain, on est derrière les opérateurs. Donc, malheureusement, l'analyste, c'est celui qui récupère les informations au dernier moment. Donc, celui qui aura le playtime le plus décalé vers la fin de la journée. Parce qu'on va recevoir les informations au fil de l'eau. Et du coup, on va essayer de partir quand le dossier est vide pour laisser la place au suivant et comment faire une journée derrière. Et après, soit on va être dans des centres fixes, donc derrière un bureau, dans une pièce de circonstance, soit on peut être en patrouille, à pied, on peut être en patrouille en véhicule, on peut être en patrouille en hélicoptère. Moi, j'ai eu la chance de faire des patrouilles en hélicoptère. Voilà, c'est ce genre de choses. Entre il y a 13 ans, quand vous avez commencé à être activé, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué dans votre métier, vous? Alors déjà, parce que vous êtes monté en grade et vous êtes monté en responsabilité. Oui. On peut parler de ça aussi? Oui, tout à fait. Moi, quand je suis arrivé, j'étais jeune sergent, jeune analyste. Donc, en fait, je travaille dans une cellule. Quand je partais sur le terrain, je travaillais dans une cellule où on était 2 ou 3 analystes dirigés par un chef d'analyste, un chef analyse, qui était quelqu'un avec un brevet supérieur et qui gérait la cellule. Et puis, au bout de 3, 4, 5 ans, après plusieurs opérations extérieures, on m'a proposé d'aller passer ce brevet supérieur pour être chef d'analyste.
Donc j'ai été passer le brevet supérieur en technique pour être chef analyste. Et puis après, c'est moi qui suis parti en tant que chef de cellule d'analyse pour gérer 2, 3, 4 analystes qui pouvaient être dans le bureau à côté de moi ou qui pouvaient être à 600 km de distance. Ça peut arriver aussi. Donc, Donc déjà, oui, on est en permanence, on est en perpétuelle évolution dans notre travail. Moi, il y a quelques années, je n'aurais pas imaginé me retrouver chef de cellule recrutement ou me retrouver avec toutes les qualifications annexes que j'ai. Oui, déjà, nous, on évolue en permanence. On n'est jamais figé. Hein. Un militaire, ça passe un quart de son temps en formation. Donc, en fait, on a plein de formations, plein de choses qui nous font avancer. Donc, c'est pas mal. Effectivement, oui, tout a changé entre il y a 13 ans et aujourd'hui. Les modes d'action ont changé, les modes d'action de l'adversaire ont changé. Nos modes d'action, du coup, ont changé. Donc, ça veut dire nos modes d'action, c'est comment est-ce qu'on travaille. Nos outils ont forcément évolué, que ce soit rien que sur le treillis, sur nos armements, sur nos véhicules, sur pas mal de choses. Et du coup, les nouvelles technologies, l'IA, etc., sont des éléments qui vous aident au quotidien? Alors, les nouvelles technologies, oui. Nous, on travaille sur les nouvelles technologies, parce que forcément, l'adversaire va utiliser de nouvelles technologies, donc nous, on va s'adapter à ces nouvelles technologies. Donc oui, nous, on suit les nouvelles technologies, forcément. Et oui, c'est des outils aujourd'hui que l'IA, etc., c'est des outils aujourd'hui qui sont en travail. Bon, après, ça reste très sensible, donc j'en dirai pas plus, mais effectivement, si on a des gens qui ont envie d'être dans le... qui sont curieux et qui ont envie d'être dans le mouvement, le renseignement, c'est ça, quoi. On est des curieux, on est des bricoleurs, on est des gens qui cherchons, etc. Alors, j'ai entendu que c'était physique aussi, qu'il fallait partir avec un sac à dos et qu'on pouvait suivre et ne pas être que derrière un bureau, même si c'est dans un endroit pas commode. Est-ce que aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent avec vous? Et est-ce que le renseignement, c'est fait aussi pour les femmes? Alors, nous, au régiment, on a 25% de taux de féminisation. Donc, ça veut dire qu'un militaire sur 4 est une femme. Que ce soit sur le système léger où on porte des sacs ou les systèmes sous blindage où on est dans les véhicules blindés, homme ou femme, faut porter son sac, faut porter son gilet de combat et il n'y a pas de souci. Et nous, on ne fait pas de différence entre un militaire homme, un militaire femme. Enfin, c'est un militaire, c'est un soldat, c'est un combattant, c'est un technicien. Et il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est important de le dire parce que je vois particulièrement, on a énormément de filles qui sont avec nous ce soir. Donc, mesdames, vous voyez, c'est tout à fait possible pour vous aussi et c'est important de le dire. Autre question, vous avez parlé des forces spéciales tout à l'heure, vous avez parlé d'avoir un sac lourd, etc. Est-ce qu'il faut être un champion de sport pour pouvoir être analyste dans le renseignement militaire ou pas? Non, en fait, on va vous monter en compétences. On va vous monter en. L'armée est faite pour qu'on progresse. Voilà. C'est sûr que si vous arrivez et que vous avez deux pieds gauche et que vous n'avez jamais couru de votre vie, ça va être compliqué. Mais c'est accessible à tout le monde. Et moi, je pars du principe que quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. En fait, il n'y a pas de question vraiment à se poser. Enfin, voilà. Et surtout le physique, en fait, ça se travaille, en fait. C'est un couteau, ça s'aiguise, un physique, ça se travaille. Ok. Les qualités importantes pour être dans le renseignement, c'est quoi? Je dirais qu'il faut être pugnace. Enfin, faut être. Enfin, voilà, faut en vouloir. Faut toujours être curieux, pugnace, s'accrocher. Voilà, on ne va pas trouver la solution tout de suite. C'est comme un puzzle, on ne verra pas l'image tout de suite. Il va falloir beaucoup de travail pour pouvoir que ça développe. Mais derrière, c'est ultra satisfaisant. Donc déjà, si curieux et pugnace, c'est déjà bien. Super. Vous avez des linguistes, donc il n'y a pas besoin de parler plein de langues pour venir. Non. Il y a des personnes qui sont capables de vous aider aussi. C'est ça. Nous, on a des gens qui arrivent chez nous. Donc pareil, ils vont passer un agrément technique. Donc en gros, ils viennent, ils parlent pas la langue qu'ils visent. Ils vont passer un petit test juste pour savoir s'ils ont un petit peu l'oreille musicale, s'ils arrivent à retenir le vocabulaire. Et après, ils passent donc l'école nationale des sous-officiers d'actifs. Donc ils vont faire 6 mois pour devenir sergent.
Et à l'issue, ils partent 2 ans au centre de formation interarmes du renseignement pour apprendre, lire, écrire, compter, parler et surtout comprendre la langue qu'on leur a demandé. Ah oui, incroyable. Donc voilà, quand on dit que l'armée de terre recrute et forme, c'est que vraiment on forme de A à Z. Très, très clair. Le temps passe hyper vite, donc c'est déjà le moment de prendre vos questions et je vois qu'elles sont nombreuses. Je vous laisse 30 secondes pour aller voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, j'aurai sans doute pas le temps de prendre toutes les questions. Donc, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à faire le tri parmi toutes vos questions pour prendre celles qui vous intéressent le plus. Et apparemment, la première, c'est celle de Jérôme. Jérôme, Je peux cliquer sur l'icône question, voir les questions? non. Non. Moi, je peux pas. Ok. Non, vous m'écoutez. C'est moi qui ressors les questions dans l'ordre. Mais promis, je les prends dans l'ordre. Ok. Donc, la première question, celle qui a le plus de votes, c'est celle de Jérôme. Il vous demande, pour rejoindre la DGSE ou la DRM, peut-on suivre un parcours similaire au vôtre? Quelles sont les différences avec votre spécialité en OPEX en termes de tâches et missions quotidiennes? Vous a-t-on proposé de rejoindre ces organismes et pourquoi avez-vous préféré ne pas le faire? Wow. Elle est longue la question. Ouais, 3 questions. Est-ce que vous pouvez me rappeler question par question? Voilà, je vais dérouler question par question, ce sera plus simple. On parle de la DGSE et de la DRM. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est et s'il y a des liens avec vous, parce que vous êtes dans l'armée de terre? Voilà, donc la DGSE, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Donc, c'est ceux qui vont faire du renseignement sur ce qui se passe à l'étranger. Donc, c'est une direction civile avec des militaires à l'intérieur. La DRM, c'est la Direction du renseignement militaire. Donc, c'est un de nos employeurs, pour parler clair, c'est un de nos employeurs. Donc, nous, quand on est en opération extérieure, on donne aux unités qui sont appuyées avec nous, aux unités qu'on appuie. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé d'être directement inséré dans un convoi d'infanterie, donc d'aller toquer à la porte du véhicule blindé du chef de convoi et lui dire attention, là il se passe ci, il se passe ça, on nous écoute, etc. Et après, d'envoyer aussi vers la direction du renseignement militaire pour qu'ils puissent avoir une appréciation militaire de ce qui se passe sur le terrain. Donc oui, on travaille avec eux. Et sa question, c'était peut-on suivre un parcours similaire au vôtre? Et oui, il y a des possibilités après de mutation, de DRM, un petit peu des GSE, mais c'est très particulier. Je ne m'étendrai pas sur le sujet là-dessus. Voilà. Quelles sont les différences entre votre spécialité en OPEX en termes de tâches et de missions quotidiennes? Vous l'avez expliqué un petit peu tout à l'heure. Du coup, je vous propose d'aller à la dernière question. Vous a-t-on proposé de rejoindre ces organismes et pourquoi avez-vous préféré ne pas le faire? Alors, donc en France, on s'entraîne et à l'étranger, on travaille. Hein. En gros, c'est un peu notre mindset, c'est ça. On m'a proposé de les rejoindre. Maintenant, c'est un choix de rester au 54 parce que j'aime ce que je fais et que j'aime le faire sur le terrain au plus proche. Et voilà. Parfait. Une question d'Audrey. Comment conciliez-vous votre vie privée et un métier aussi secret que le vôtre? Avez-vous le droit de parler de votre travail à votre partenaire, par exemple? Merci d'avance pour votre réponse. Mon épouse a jamais vu mon visage. Voilà, je me suis marié en cagoule, etc. Non. C'est pas forcément. On est discret sur ce qu'on fait. Maintenant, il n'y a pas de problème outre que de mesure. Hein. Je pense que si vous tapez 54e régiment de transmission sur Internet, vous saurez à peu près ce qu'on fait. Donc, c'est à peu près ce que je fais. Et oui, non, ça pose pas de soucis. C'est sûr qu'on a un régiment et on a des spécialités et un monde où on sort beaucoup en opération. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on est souvent à l'étranger, en mission, etc. Donc c'est plutôt cette partie-là qui est plutôt difficile, qui peut être difficile à gérer pour le militaire ou pour la famille. Hein. Parce que voilà, mes premières années, je suis parti en OPEX quasiment tous les ans, quasiment tous les ans, j'étais 4 mois à l'étranger. Question de Laetitia. Comment se déroule la coopération entre les analystes ROM et les autres spécialités du renseignement? Alors, on parle de ROHUM, ROHUM, ROIM, ROIM. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer
peu ce que ça veut dire, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait compris. Et après, nous expliquer comment vous travaillez entre vous, parce que donc vous faites tout ce qui est d'origine électromagnétique. ROM, ouais. Ouais, ROHUM, H-U-M, c'est humain. Donc le renseignement d'origine humain et ROIM, R-O-I-M, le renseignement d'origine image. Donc Okay. je reprends un petit peu la métaphore de tout à l'heure, la grande piscine avec des lignes d'eau à l'intérieur. Au départ, chacun travaille dans sa ligne d'eau. Le ROM va travailler dans sa ligne d'eau, le ROIM va travailler dans sa ligne d'eau, le ROIM va travailler dans sa ligne d'eau. Donc voilà. Et après, parfois, on se croise entre analystes et on essaie de recouper un petit peu les infos. Ou sinon, il y a un échelon supérieur qui s'appelle l'analyste exploitant. Alors, pour certains qui vont encore le pas, ils entendront le terme SOREM, sous-officier renseignement état-major, qui lui, en fait, va centraliser les différentes sources pour essayer de tout recouper. Donc, c'est comme ça que généralement, c'est comme ça qu'on travaille. On évite de trop interférer entre les différents mondes pour éviter les faux positifs, on va dire, de croire, pour que la personne qui reçoit tout ait une vision d'ensemble. Mais on est d'accord qu'on a chacun sa spécialité et on évolue chacun dans sa spécialité. On ne va pas passer de l'un à l'autre. Non. Non, on est d'accord. On reste. Non. On reste. Moi, je suis analyste ROM. Je prendrai jamais un drone pour aller prendre des photos où je n'irai pas exploiter des photos pour dire là je prends un véhicule. Non, ça c'est leur métier. Ils le font très bien. Et mon métier, c'est pareil, c'est d'exploiter des écoutes. Très clair. Comment voyez-vous l'évolution du renseignement électromagnétique face au progrès de l'IA et des technologies de brouillage? Est-ce que ça met en danger on a des très très belles années devant nous. Alors c'est malheureux de dire ça, mais on est dessus. On est dessus et ça va être techniquement, là je parle vraiment de technique, techniquement je pense que ça va être très intéressant. Donc quelqu'un qui rejoint aujourd'hui le ROM, le régiment, mes spécialités, vraiment ils vont avoir je pense qu'ils vont avoir pas mal de choses à faire et que c'est pas ils vont pas rester sur leur casque à regarder les anneaux passés. Parfait. Une question de Maxime, qui est étudiant en M1 RI, sécurité et défense. Il aimerait international, c'est ça, je pense. Je pense. Il aimerait s'orienter vers le ROIM ou l'OSINT. L'OSINT, donc l'OSINT, c'est le renseignement source ouverte, mais en anglais. C'est Open Source Intelligence. Parfait. Sa question, est-il frustrant en tant qu'analyste de ne pas savoir à quoi va déboucher le renseignement collecté? Alors, quand j'étais jeune, ça l'était un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a envie de voir déboucher les choses. Maintenant, moi, je pars du principe que je travaille pour la France et que si c'est pas moi qui trouve la solution, c'est l'analyse suivante ou c'est l'analyse suivant. En fait, l'objectif, c'est que ça débouche. Donc, il faut se donner de son mieux pour que ça débouche et surtout préparer, parce que souvent, on fait des opérations de 4 mois, donc on va être relevé au bout de 4 mois par quelqu'un qui va reprendre notre poste. Donc, il faut lui préparer la relève pour que ça se passe le mieux possible et qu'en fait, il soit le mieux possible pour pouvoir très rapidement continuer et faire avancer l'affaire. Une question de Chiara. Quelle est la plus grande menace que vous ayez connue, si vous avez le droit d'en parler? L'État islamique, Daesh, ça a été un gros sujet dans les dernières années. C'est vrai que c'était un adversaire de taille, donc techniquement, tactiquement. Donc c'était super intéressant. Malheureusement aussi, ça a été la France a perdu des soldats pour ça. Et non, c'était Une question d'Audrey qui nous dit: j'imagine que vous avez au quotidien beaucoup de pression. Comment apprenez-vous à garder la tête froide? Est-ce votre caractère d'origine ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se travailler? C'est quelque chose qui se travaille. Moi, je garde pas ma. Autant dans le renseignement, quand je fais ma spécialité, j'essaie de garder ma tête, de garder la tête froide, en tout cas de trouver des solutions et de prendre mon mal en patience. Pour le reste, oui, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez énergique et c'est vrai que oui. Il y a plein de façons. Il y en a certains qui le trouvent dans le sport, il y en a certains qui le trouvent dans
certaines activités, qui font du yoga, de la sophrologie. On a aussi des cours à l'armée, hein, ce qu'on appelle à l'armée, on appelle ça du TOP, la technique d'optimisation du potentiel. Maintenant, ça s'appelle de l'ORFA, j'ai plus l'acronyme. Mais en gros, on a aussi des petits stages comme ça, des petits moments où on nous apprend à nous reconcentrer, à nous refocuser, à nous ressourcer aussi quand il y a besoin. Donc, c'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses qu'on apprend avec l'expérience, avec le temps et avec des stages. Une question de Naya. Quelles sont les qualités recherchées pour être analyste ROM? Quels types de profils sont retenus pour ce métier? Demande-t-il de l'expérience ou privilégie-t-il des profils frais? Alors, je pense que j'en ai déjà un petit peu répondu à la question. Hein. Il faut être pugnace, il faut être travailleur, il faut être curieux. Déjà, si vous avez ça, vous avez déjà pas mal de choses. Parce que quelqu'un de pugnace, curieux et travailleur, s'il n'est pas à jour, par exemple, sur le sport, s'il n'est pas au niveau sur le sport, il va se mettre à niveau pour aller sur le sport, etc. Maintenant, on a des gens qui arrivent comme moi, hein, sortis de Saint-Mexan. On a des gens qui s'engagent à l'armée pour être d'abord opérateur d'écoute, parce que chez nous, ils commencent opérateur d'écoute ILPS en tant que militaire du rang. Et ça, c'est une spécialité de sous-officier, donc qui vont faire militaire d'écoute, donc militaire du rang, donc qui vont un ouvrier, et qui au bout de 3-5 ans vont faire ce qu'on appelle un recrutement semi-direct pour passer sous-officier, et qui après peuvent rejoindre les analystes ROM. Il y a plein de portes ouvertes de façon de faire. Maintenant, et puis il n'y a pas forcément besoin d'avoir. Enfin voilà, moi j'ai un DUT génie électrique, hein, je suis électricien je suis électrotechnicien de formation. Ça m'a aidé puisque j'ai eu quelques cours quand j'étais au DUT sur la propagation des ondes, mais ça s'est vite arrêté là. Et à l'époque, je ne pouvais pas en faire mon métier, donc je crois que je les ai écoutés que d'une seule oreille. Donc on l'a dit, l'armée de terre forme. Et donc du coup, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières dans le domaine. Vous venez et vous passez les tests. Si vous les réussissez, derrière après, vous aurez une formation. Pierre-Marie a tout appris grâce à l'armée de terre. Il n'avait pas de connaissances particulières sur le métier avant. Et même de plus loin, hein, moi, grâce à l'armée, j'ai passé un permis poids lourd, j'ai passé des formations de premier secours en équipe de niveau 1, de niveau 2, donc j'ai l'équivalent d'un pompier volontaire en formation. Je suis secouriste au combat de niveau 2. C'est plein de formations annexes. Je suis moniteur de tir, c'est plein de formations annexes que j'ai appris à l'armée, que l'armée m'a financé, parce que du coup, j'étais dans des écoles militaires où on me les a payées, on m'a payé pendant que j'étais en formation. Donc oui, on passe notre temps à évoluer. Et c'est quand même à évoluer, à apprendre de nouvelles choses. C'est quand même super. C'est super. Et vous l'avez dit aussi, il y a des militaires du rang qui deviennent sous-officiers. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'escalier social, c'est-à-dire qu'on va permettre à des personnes qui sont rentrées avec pas de diplôme ou peu de diplôme et qui, derrière, après, vont sur le terrain pouvoir aussi devenir sous-officier. Et voire même, on a des passerelles pour passer de militaire du rang à officier. Donc, l'école militaire interarmes, on a pas mal de possibilités aussi pour évoluer. Oui, chez nous, c'est pas un ascenseur social, comme on explique, hein, c'est bien un escalier social. Il faut faire des efforts à chaque fois pour monter les marches. Mais si on veut, on peut. Et encore une fois, c'est des possibilités qui nous sont ouvertes. On valide aussi des diplômes, des compétences dans le civil. Moi, grâce à mon brevet supérieur de technicien, donc à mon deuxième niveau d'analyste, j'ai validé une licence, un diplôme de niveau 6, quelque chose comme ça. Enfin, bref, c'est l'équivalent d'un bac plus 3. Donc là, si je veux reprendre, je peux reprendre sur un M1, comme on a eu la question tout à l'heure, en relations internationales, défense, sécurité, ou sur un master petite enfance pour devenir professeur des écoles. J'ai des copains qui l'ont fait. Mais voilà, c'est aussi des choses qui aident. On peut rentrer chez nous avec un brevet des collèges et avoir un bac pour valider son expérience, un BTS, une licence pour valider son expérience. Donc ça aussi, ça aide. Tout à fait. On a beaucoup de filles avec nous ce soir et donc les prochaines questions, c'est des filles encore. Alicia, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers le renseignement militaire plutôt qu'un autre métier de l'armée de terre? Est-ce que c'est connu, hormis votre père qui à un moment donné vous dit tu ne seras pas pilote d'hélico, mais tu peux faire ça? Est-ce que c'est une spécialité qui est... Alors, je vais raconter une petite anecdote là-dessus. Hein. Moi, en gros, donc quand on m'a expliqué que je ne serais jamais pilote d'hélicoptère,
mon recruteur m'a dit, bon, écoute, tu as un DUT génie électrique, moi je te propose d'être maintenancier transmission. Donc sous-officier, responsable de la maintenance des postes radio dans un régiment. C'est quoi Qu'est-ce que c'est Donc je lui ai dit, écoutez, bougez pas. Donc là, heureusement, mon CIRPA était à côté de mon régiment où j'étais réserviste. Donc en fait, j'ai appelé le régiment, j'ai été au régiment. J'ai posé la question, j'ai dit, mais ça existe ça? On a ça, un maintenancier de transmission au régiment? Oui, oui, il est là-bas dans tel atelier, machin. Donc moi, petit sergent de réserve, j'ai été toqué à la porte. Bonjour, c'est un adjudant. Bonjour, voilà, on m'a proposé de devenir vous en m'engageant. Est-ce que c'est bien? Et là, je me rappelle, il était très content que je lui pose des questions. Il me dit, t'aimes l'électronique? Bah ouais. T'aimes faire de l'électronique? Bah non. Il me dit, viens pas chez moi. Et donc du coup, je lui dis, ok, d'accord. Donc j'ai très vite tourné les talons. Après, voilà, j'étais intéressé, je pense, comme beaucoup de jeunes, par l'infanterie, l'artillerie, etc. Et puis en fait, je voulais avoir un métier qui avait du sens, c'est un métier où on partait en mission, on faisait plein de choses. Et en fait, je ne me suis pas trompé avec le renseignement, puisque aujourd'hui, quand je compare avec certains de mes camarades d'autres régiments qui ont fait de l'infanterie, de l'artillerie, etc., je suis parti beaucoup plus en mission qu'eux, j'ai fait beaucoup plus de choses, j'ai beaucoup plus d'expérience. Donc en fait, c'est une belle proposition. C'est vrai que si vous voulez faire des OPEX, c'est le meilleur endroit où aller, puisque en effet, vous en avez fait 7, c'est ça 7. Ouais. 7. Donc voilà, c'est 7 en peu moins de 12 ans de service, oui, c'est pas mal. C'est vachement bien. Une question d'Alexandre. Les technologies utilisées pour le renseignement proviennent-elles du secteur privé ou bien ce sont des solutions qui sont développées au sein du ministère des Armées directement? Alors, je ne répondrai pas totalement à la question, puisque là, pareil, on est dans les choses sensibles, mais on a les deux. Ok. Et on a un Fab Lab, dans les armées, et on a même un Fab Lab au régiment. Donc on bricole. Trop bien. Est-ce que, question de Laura, est-ce qu'on peut parler rémunération? C'est quoi la rémunération au fur et à mesure des années? Déjà, est-ce qu'elle augmente? Est-ce que vous elle augmente. Le salaire d'entrée? Et Alors, j'ai entendu dire que quand on partait en OPEX, il y avait des primes aussi. On peut parler de tout ça? Alors, donc chez nous, en gros, un militaire du rang va peut-être commencer aux alentours de 1 600 € par là, et un sous-officier 1 700, 1 800 €. On est net ou brut? En net. Net. Sachant qu'on a quand même pas mal d'avantages en nature à côté. Par exemple, un militaire du rang va être logé au régiment, il va être logé en chambre de 4, mais du coup, il n'a pas le loyer à payer pour être au régiment. Il est logé de rue Blanchie. Un sous-officier, lui, va avoir un BCC, donc un bâtiment de cadre célibataire. Donc souvent, c'est un petit studio. Pareil, moi, je crois qu'à l'époque où j'étais au BCC au régiment, je devais payer 15 € par mois, et ça devait être probablement pour que les femmes de ménage passent le balai dans les parties communes. Donc déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est quand même. On n'a pas de loyer à payer au départ, donc c'est plutôt intéressant. Après, quand on part en mission, effectivement, on paye pas pendant 4 mois, on paye pas notre nourriture, c'est bête, mais faut, voilà. Et effectivement, on multiplie notre salaire, on additionne à notre salaire 1,5 fois notre salaire. Ah oui, c'est pas mal. Et on est d'accord qu'au fur et à mesure de vos années, de grade, etc., votre solde augmente aussi. Oui. Donc après, c'est en fonction, il y a certains stages qui donnent des primes. Et après, effectivement, les années de service font que, comme dans la fonction publique, on monte en grade, et donc le salaire monte aussi. Et après, on a aussi des primes quand on part sur le terrain, des primes quand on a certaines responsabilités ou qu'on fait certaines choses particulières au régiment. Oui, on a tout ça. Et aussi, je tiens aussi à le dire, parce que c'est vrai que un homme et une femme à l'armée est payé pareil. Ça, c'est Il n'y a pas de différence homme-femme comme on peut l'entendre dans le civil. Chez nous, en fait, on paye un militaire. Peu importe, chez nous, c'est un grade, un temps de service qui va donner un salaire. Donc, si vous trouvez mon alter ego féminin dans les armées, elle sera payée pareil. Trop bien. Céline demande, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais pour s'engager dans l'armée en général et dans votre spécialité en particulier? Alors, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. C'est pas forcément.
Maintenant, ça se travaille, c'est comme tout. Donc pas forcément, mais si vous parlez anglais, c'est mieux. Ou une autre langue aussi, hein, c'est mieux aussi. Et ça peut vous mettre après, voilà, à l'armée aussi. Moi, j'ai passé des formations de langue pour avoir un petit niveau de langue si jamais je veux travailler en multinationale. Une question de Pierre, hein, qui a 20 ans et qui vient de rentrer en école d'ingénieur. Il demande s'il y a des technologies que vous n'avez pas et qui pourraient vous être utiles sur le champ de bataille. Je ne répondrai pas à la question, désolé. Pas de souci. Question de Jonathan, qui a 28 ans, qui a un master en système d'information. Il demande si son profil est adéquat pour un parcours OSC S-Guerre électronique et quel est le quotidien d'un OSC SGE. Où est-il amené à travailler, régiment, état-major? Est-ce que c'est un rapport avec le renseignement ou pas du tout? Alors, déjà, on est sur quelqu'un qui a déjà poussé la porte d'un CIRFA, je pense. Donc, OSC, c'est officier sous contrat. Ouais. Les officiers sous contrat, donc, il y a 3 types. Il y a les officiers sous contrat pilotes, donc pilote d'hélicoptère. Donc là, c'est que pour des gens qui vont devenir pilotes. Ouais. Donc, on appelle ça des OSCP. Après, il y a les OSCE pour encadrement, donc officier sous contrat encadrement. Donc, c'est des gens qui ont vocation à commander une section de combat, donc environ 30 personnes. Ça peut être dans l'infanterie, l'artillerie, le génie, etc. Donc là, ils vont choisir, par exemple, chez nous, les officiers sous contrat, j'espère pas raconter trop de bêtises, mais en gros, ils vont choisir le monde des transmissions, l'arme des transmissions, et pendant leur formation à l'école des transmissions, ils vont choisir ou la guerre élec ou les transmissions. Ah ouais. Enfin, vous avez la dernière catégorie qui est la question qui a été posée sur les OSCS, donc S comme spécialisés, qui sont en fait des techniciens, donc des gens qui viennent avec un bagage, donc là je crois que c'est un bac plus 5 en informatique, si j'ai bien compris l'affaire, et qui viennent nous soutenir sur des compétences techniques très particulières. Donc effectivement, des OSCS, j'en ai croisé. Maintenant, malheureusement, je suis pas le directeur des ressources humaines, donc je peux pas dire si ça marche ou pas. Je sais qu'il y a pas mal de choses à faire en tant qu'OSC. Je crois qu'il y a une préparation militaire supérieure à faire, il y a pas mal de choses. Donc voilà. Je sais que ça existe, mais je peux pas donner des chiffres ou donner ou dire le profil s'intéresse ou le profil s'intéresse pas. Il n'y a pas de souci. Il y a forcément un ambassadeur sur Mage Glacis qui peut répondre à cette question ou dans un CIRFA. Quelqu'un qui pourra. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, oui. Là, je vous entends. Là. On a une question de Noah qui demande s'il y a beaucoup de candidats qui possèdent des bacs plus 3, 5 pour rejoindre votre spécialité. Ou est-ce que là, quand on arrive sur du bac plus 3, 5, on va plutôt aller dans la catégorie des officiers? Alors, moi, j'ai beaucoup de gens qui même sur un bac plus 3, un bac plus 5, préfèrent être sous-officiers parce qu'ils auront l'impression de faire du technique et de faire du technique plus longtemps. D'accord. Donc en fait, moi j'ai un bac plus 3 et pourtant je me suis engagé dans la catégorie sous-officier et ça n'a pas trop posé ça m'a pas posé de soucis particuliers. Donc oui, on a quand même beaucoup de gens qui s'engagent avec un bac plus 3, un bac plus 5 qui sont sous-officiers, qui après montent en grade par des concours, par des passerelles. Donc oui, ça on en a et je vais pas dire, je n'aurai pas de statistiques à fournir, mais on en a et c'est pas anecdotique. Ok. On a une question qui nous est posée aussi. Est-ce que le métier du renseignement attire davantage de volontaires ces dernières années ou est-ce que ça reste relativement confidentiel? Et est-ce que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, puisqu'on a besoin de plus en plus de personnes du renseignement et qu'on voulait mettre en avant aussi cette spécialité? Alors, forcément, on patine notre discrétion. Si je réponds pas aussi à des questions, c'est parce que je ne veux pas révéler de secrets à nos adversaires pour pouvoir s'adapter sur les modes d'action, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc forcément, c'est compliqué de communiquer, c'est compliqué de pouvoir communiquer comme voilà. C'est aussi compliqué parce que nous on travaille sur quelque chose qui n'est pas il faut un poste radio pour l'entendre, hein, il faut un poste d'interception pour l'entendre. Donc forcément, c'est plus compliqué. Maintenant, effectivement, moi je pense que c'est une spécialité des spécialités dans le renseignement général et particulièrement le renseignement de informatique qui est bon de connaître et qu'il est bon de faire connaître parce qu'en fait on peut y trouver son bonheur. Quoi. On a une question de Bernie qui demande si c'est vrai que la France déploie de moins en moins ses militaires en OPEX. Et si c'est le cas, est-ce que vos missions se limitent uniquement du coup à de l'entraînement sur le territoire français?
Bah, vous êtes Alors, plutôt bien parti. bah, je vais, enfin, j'ai pas trop le droit, j'ai même pas le droit de diffuser des chiffres, le nombre de personnes et où on va et comment ça se passe. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on connaît pas la crise. Ça c'est voilà. Les engagements ont changé, mais on connaît, mais on connaît pas la crise. On a encore du boulot. On a Anissa qui a 25 ans, qui rentre à l'ENSOA et qui se L'école demande… nationale de société active, oui. Super. Elle se demandait, est-ce que le métier est différent selon l'affectation, qu'on soit en régiment ou en état-major? Alors, forcément, oui, si vous venez au 54, le métier va être totalement différent de ce que vous allez faire en état-major. Parce qu'en état-major, en fait, ils travaillent en permanence sur des sujets. Ils sont en permanence dans les pieds dans le bac, je veux dire dans le bac à sable, quoi. À la différence de nous, qui en fait nous entraînons en France et ne travaillons sur des sujets opérationnels que quand on est en opération. Maintenant, c'est pas pour autant, faut pas imaginer non plus que quand on vient chez nous, quand on est en France, on fait du sport, du tir et du secourisme, et quand on est en opération, on fait du renseignement. On s'entraîne quand même beaucoup en France dans notre cœur de métier pour rester à jour sur nos spécialités et sur nos formations. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est à elle de choisir si elle préfère être vraiment dans l'Obs, mais du coup peut-être avoir une moins grande vue, voir moins de choses, ou alors si elle préfère faire de l'état-major, mais par contre, elle ira peut-être pas autant que nous sur le terrain en véhicule blindé, sac, patrouille, hélicoptère, etc. On a une question de Laura qui demande, quand vous êtes en OPEX, est-ce que vous avez le droit de donner des nouvelles à votre famille, à vos amis? Oui, Ou est-ce que c'est bien comme… sûr, ouais. Alors, on reste vague, hein. Voilà, je vais pas, on dit pas exactement ce qu'on fait. Voilà, moi généralement je dis ça se passe bien. Il fait beau, il fait chaud, je fais du sport, on mange bien, on dort bien, et voilà. Mais mon épouse sait que du jour au lendemain, pendant quelques jours, je pourrais pas l'appeler parce que des fois il y a pas de courant. Il n'y a pas les liaisons de communication sont coupées, ou simplement je pars en mission, et quand je pars en mission, je prends pas mes moyens de communication avec moi, et quand je suis en mission, je suis en mission, et même si j'avais le temps de l'appeler, je ne l'appellerai pas pour des raisons de sécurité. Donc oui, on reste en contact. On a en plus maintenant, enfin moi j'ai connu l'époque où on avait 5 PC pour 300 personnes, et on faisait du Skype avec une connexion modem 56K, et aujourd'hui voilà, on peut avoir le Wi-Fi, on peut avoir WhatsApp, etc. Non, voilà, on ne part pas 4 mois sans donner une réponse à nos familles, à nos amis. Génial. Une dernière question, parce que l'heure tourne. Alors, je suis désolée pour tout ce que je ne pouvais pas prendre, mais je vais essayer de coller 2 questions ensemble. Ça a l'air d'avoir surpris certaines personnes qu'on puisse être étudiant et en même temps être réserviste avec un grade et des missions, tout en poursuivant ses études. Alors, on ne va pas prendre le cas qui est le vôtre, Pierre-Marie, parce que des personnes qui, pendant qu'ils étaient réservistes, sont partis 4 mois et ont dû refaire leur année. Ouais, non, faut pas. Vous pouvez le faire, mais c'est pas. C'est quelque chose de classique. Mais alors, je peux parler par exemple de mon épouse, parce que mon épouse était réserviste aussi, et je l'ai rencontrée à la réserve. En fait, elle a eu le même parcours que moi, à 17 ans et demi. À l'issue de son bac, elle a été faire ses formations de 3 semaines. Et puis après, elle, en fait, elle est partie sur Sentinelle 1 mois pendant les grandes vacances, par exemple. Elle a été faire son stage de caporal 2 semaines. Et puis en fait, le week-end, elle allait à l'armée quand l'armée a besoin d'elle. Quand l'armée a besoin d'elle, elle nous envoie. Donc quand on est en temps de paix, on nous convoque. On vient, on ne vient pas. On n'a pas à justifier de pourquoi on vient ou pourquoi on ne vient pas. Maintenant, on nous demande de faire un nombre de jours dans l'année minimum, ouais, pour qu'on garde les compétences et pour qu'on puisse. Après, il y a des manœuvres de ressources humaines derrière. Mais après, il y a des gens qui vont venir, j'ai envie de dire, 120 jours dans l'année, donc 1 jour sur 3, et il y a des gens qui vont venir 20 jours dans l'année. Et c'est le principe d'avoir une réserve. Donc, si jamais on a vraiment besoin un jour, on peut les mobiliser. Un énorme merci, Pierre-Marie, pour ces éléments. Si j'essaye de résumer l'échange qu'on a eu rapidement. 1,
vous venez, on vous forme, et il n'y a pas besoin de connaître, d'avoir Enfin, ce qui est important, c'est d'avoir de l'envie. Tout le reste, l'armée de terre va vous former et va vous l'apporter. Deuxième sujet, homme ou femme, ça ne change rien, c'est possible. Vous aurez en plus le même salaire, ce qui n'est pas le cas dans le civil. Militaire, c'est soit d'active, et c'est votre job au quotidien, soit c'est la réserve, que vous soyez étudiant ou que vous ayez un job à côté, vous avez la possibilité de donner un certain nombre de jours où vous êtes rémunéré pour rejoindre les forces armées et vous engager en tant que réserviste opérationnel. Et vous aurez des missions qui seront différentes en fonction de là où vous serez affecté. Il y a un vrai escalier social, c'est-à-dire que vous pouvez commencer en étant militaire du rang, puis passer sous-officier. Vous pouvez, même avec un diplôme plus haut, Bac plus 5, choisir d'être sous-officier parce que ça vous correspond plus. Même militaire du rang. Ou militaire du rang. Et vous pourrez, après, si vous le souhaitez, aller et devenir donc soit sous-officier, soit voire même officier. Il y a des opportunités comme ça d'avoir des grades supérieurs et de changer de statut. Vous vous entraînez quand vous êtes sur le territoire national. Vous partez souvent en OPEX, généralement 4 mois. Et ce que vous faites là-bas est assez différent de ce que vous faites ici, puisque ici, vous vous entraînez. Et là-bas, vous pouvez vraiment mettre en action et en pratique ce que vous avez, enfin, l'entraînement que vous avez eu sur le terrain. Et moi, ce que je retiens aussi, je trouve ça sympathique et je veux vous en remercier particulièrement, c'est votre générosité et votre humilité, et puis aussi votre humour, puisque vous aurez été ce soir avec nous pour nous montrer peut-être aussi quelque chose de différent de ce à quoi on peut s'attendre quand on parle d'un militaire de l'armée de terre. Donc, je voulais vous remercier. Je voulais remercier aussi les jeunes filles et garçons qui étaient avec nous ce soir parce que vous étiez très, très nombreux. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair à la fois sur le renseignement militaire, mais également sur ce qu'est l'armée de terre de manière plus large, aussi bien d'active ou de réserve. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à poursuivre les échanges. Vous avez 100 ambassadeurs de l'armée de terre qui sont disponibles sur MyJump Glacis, dont Pierre-Marie. Donc, n'hésitez pas. Je me permets aussi de faire un petit peu de la pub pour mon régiment. Hein. N'hésitez pas à venir sur Instagram. Si vous avez encore des questions qu'on n'a pas pu répondre ce soir, hein, vous allez sur 54 transmissions, notre Instagram, et vous posez les questions en DM. Vous interagissez, vous likez, vous abonnez, vous lâchez un pouce bleu, etc. Vous activez la cloche de notification. C'est pas moi qui le gère, donc allez-y, hein, faites exploser le compteur. Et voilà, et on recrute, on a besoin de monde. On a des spécialités ultra intéressantes, on part en mission. Alors les gens sont pas tous peut-être aussi drôles aussi rigolos que moi, mais en tout cas on essaie de le faire parce qu'on prend les choses à cœur et au sérieux. Et voilà, si vous êtes passionné et que ça vous chauffe, venez sur Instagram, venez nous rencontrer avec grand plaisir. Un énorme merci à tous. Le replay sera disponible dès demain. Merci Pierre-Marie pour le temps donné ce soir et puis au quotidien sur MyJump Glacis. J'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, on vous réserve avec l'armée de terre un programme vraiment sympathique dans le mois qui vient et le mois d'après. Donc, restez avec nous. J'espère que si c'était la première fois, ça vous a donné envie de revenir les fois d'après pour en apprendre toujours plus sur l'armée de terre. Merci à tous. Très bonne soirée. Encore merci Pierre-Marie. Merci à vous tous. Merci Émilie.